Et il y a quelques jours, j'ai célébré mes 99 ans ici, à Yoff, entouré des miens, bercé par les chants Wolof et le parfum du Thieboudienne. Moi, Abdoulaye Wade, j'ai traversé un siècle, des terres poussiéreuses de Kébémer au palais de Dakar, des luttes pour la liberté au rêve d'une Afrique unie. Mon histoire est celle d'un combat, d'un peuple, d'un continent. Voulez-vous marcher avec moi dans ces souvenirs? Salut à vous, je suis Abdoulaye Wade, et aujourd'hui je vais vous ouvrir les portes de mon histoire. Un voyage qui a traversé plus d'un siècle, des terres rouges de Kébémer au couloir du pouvoir à Dakar. Hier j'ai célébré mes 99 ans, entouré de ma famille et de quelques fidèles dans ma maison à Yoff, avec des plats de thieboudienne fumants et des chants Wolof qui résonnaient sous les manguiers. Ce fut un moment doux amer, un rappel de tout ce que j'ai vécu, les triomphes, les luttes, les critiques. Je suis un homme qui a rêvé grand, qui a combattu les puissants et qui a laissé une marque indélébile sur le Sénégal et l'Afrique. Asseyez-vous avec moi et laissez-moi vous emmener dans mon parcours, depuis mes premiers pas jusqu'à ce jour où je regarde l'horizon avec encore de l'espoir. Je suis né le 29 mai 1926 à Kébémer, un petit village niché dans le nord-ouest du Sénégal, sous un ciel souvent voilé par la poussière des champs de mil et d'arachides. C'était une époque où la France coloniale régnait encore, imposant ses lois et ses taxes sur nos terres. Ma maison était une hutte en banco, avec des murs épais faits de terre mélangée à de la paille, un toit de chaume qui laissait passer la pluie lors des grandes averses, et un sol en terre battue où je jouais enfant. Mon père, un paysan nommé Samba Wade, travaillait dur sous le soleil brûlant, cultivant des parcelles avec une houe en bois, ses mains marquées par les ampoules et la terre rouge. Ma mère, Fatou Diop, était une femme patiente et forte qui tressait des paniers en osier et vendait du beurre de karité au marché local. Un endroit animé avec des étals en bois où les femmes échangèrent des sourires et des histoires. Nous étions pauvres, mais la richesse de notre famille résidait dans les récits que les anciens partageaient autour du feu le soir. Je me souviens de ces nuits fraîches, assis sur une natte usée, écoutant mon grand-père parler des royaumes du Cayor, des guerriers comme Lat Dior qui avaient résisté aux colons, et des caravanes de sel qui traversèrent le désert. À 5 ans, j'ai commencé à fréquenter l'école coranique du village, une petite case avec un tapis en laine et un maître sévère qui me faisait réciter les versets sous un arbre de karité. J'apprenais l'arabe, traçant des lettres avec un roseau sur une tablette en bois, et je développais une passion pour les mots. À 10 ans, j'ai rejoint l'école française de Kébémer, un bâtiment colonial aux murs blanchis à la chaux, avec des bancs en bois grinçant et un drapeau tricolore qui flottait au vent. Là, les instituteurs français, souvent arrogants, nous enseignaient la langue de Molière, mais je voyais dans ces livres une opportunité de comprendre le monde. Mon esprit brillait, et ma curiosité était insatiable. Je passais des heures à lire des vieux journaux que mon père rapportait du marché, des exemplaires jaunis du Paris-Dakar, où je découvrais des nouvelles sur la guerre en Europe et les mouvements d'indépendance en Afrique. À 15 ans, je gagnais de l'argent en aidant les paysans à transporter des sacs de mil sur un âne, économisant chaque franc pour acheter des cahiers et des crayons. À 20 ans, en 1946, j'ai pris une décision qui a changé ma vie. Partir pour la France. Le voyage fut long, sur un bateau bringue-ballant qui traversait l'Atlantique, avec des centaines d'Africains entassés dans la cale, l'odeur de poissons salés et de sueur dans l'air. Quand j'ai débarqué à Marseille, j'avais 20 francs en poche et un rêve dans la tête. À Paris, dans les années 50, j'ai plongé dans un monde nouveau. J'habitais une petite chambre près de la Sorbonne, une pièce exiguë avec un lit en fer, une table bancale et une fenêtre qui donnait sur une cour sombre. Je mangeais souvent du pain dur et des pommes de terre bouillies pour économiser, travaillant comme ouvrier dans une usine le jour pour payer mes études. J'ai obtenu un doctorat en droit à l'Université de Paris, passant des nuits entières à lire des traités juridiques à la lueur d'une lampe à pétrole, et un autre en économie, étudiant les théories de Keynes et les défis des colonies. C'est là que j'ai croisé des esprits brillants. Léopold Sédar Senghor, avec son élégance et ses poèmes, et Cheikh Anta Diop, qui me parlait de l'Antiquité égyptienne comme berceau de notre civilisation. On se retrouvait dans des cafés comme le Tabou, des lieux enfumés où l'on débattait de l'indépendance,
buvant du café noir et griffonnant des idées sur des serviettes en papier. Ces années ont forgé mon ambition, ramener des connaissances au Sénégal pour libérer mon peuple. En 1957, après des années passées en France à forger mon esprit, je suis revenu au Sénégal, un pays encore sous le joug de la France coloniale, mais où les murmures d'indépendance commençaient à se faire entendre. J'avais 31 ans, un sac rempli de livres juridiques et économiques, et une détermination inébranlable. J'ai posé mes valises à Dakar, une ville vibrante avec ses rues poussières, ses marchands ambulants criant leurs marchandises, arachides, tissus wax, poissons séchés, et ses bâtiments coloniaux aux façades écaillées. Ma première maison était une petite demeure dans le quartier de la Médina, un labyrinthe de ruelles étroites où les enfants jouaient au foot avec des ballons de chiffon et où les odeurs de cuisine se mêlaient à celles de l'océan proche. Là, j'ai ouvert mon cabinet d'avocat, une pièce modeste avec une table en bois rayée par les années, une chaise en paille qui grinçait sous mon poids, et des piles de dossiers jaunis qui s'entassaient contre les murs. Une lampe à pétrole éclairait mes nuits, car l'électricité était un luxe rare à l'époque. Je défendais des causes qui me tenaient à cœur. Des paysans de la région de Diourbel venaient me voir, leurs vêtements usés et leurs visages marqués par le soleil, me racontant comment les colons leur avaient appris leurs terres pour planter des arachides destinés à l'exportation. Je plaidais leur cas dans les tribunaux coloniaux, des salles aux murs jaunis par l'humidité, où les juges en robe noire m'écoutaient avec un mélange de mépris et de curiosité. Je me souviens d'un procès en 1959 où j'ai défendu un vieux marabout de Tivaouane accusé d'incitation à la révolte. Debout devant le tribunal, j'ai argumenté pendant 3 heures, citant des lois françaises et des traditions sénégalaises, jusqu'à obtenir sa libération. Ces victoires me donnaient de la force, mais elles attiraient aussi l'attention des autorités. Parallèlement, j'enseignais à l'université de Dakar, dans une salle aux fenêtres cassées par les tempêtes de sable, avec des étudiants assis sur des bancs en bois, leurs cahiers ouverts sur les genoux. J'enseignais le droit constitutionnel et l'économie, expliquant comment les colonies pouvaient se libérer économiquement, dessinant des schémas sur un tableau noir craquelé. Mes élèves, souvent des jeunes issus des quartiers populaires comme Grand Yoff ou Pikine, me regardaient avec admiration, me posant des questions sur l'indépendance qui approchait. J'aimais ces moments, sentir leur soif d'apprendre, et je leur parlais de mes idées pour un Sénégal souverain. Mais c'est la politique qui m'a vraiment appelé. En 1974, à 48 ans, j'ai fondé le Parti démocratique sénégalais, PDS, dans une maison à Sicap, un quartier alors naissant avec des maisons en construction et des rues encore en terre. C'était une soirée chaude, et une quinzaine d'amis s'étaient réunis dans un salon encombré de chaises en plastique et d'une table en formica. On fumait des cigarettes locales, buvait du thé à la menthe préparé par une voisine, et on signait les statuts du parti à la lueur d'une lampe à pétrole, car l'électricité sautait souvent. Le Sénégal était alors dominé par le Parti socialiste de Léopold Sédar Senghor, qui avait conduit l'indépendance en 1960, mais s'enlisait dans la corruption et l'autoritarisme. Moi, je voulais une alternative, une voie pour les oublier. Je n'étais pas un politicien ordinaire. J'avais un charisme naturel, une voix qui portait dans les meetings et une stratégie qui surprenait mes adversaires. Je portais des costumes usés mais bien repassés, achetés d'occasion dans les marchés de Sandaga, et je parlais avec une éloquence qui captivait. Mes discours étaient des batailles verbales. Je dénonçais les inégalités, les terres confisquées, les impôts écrasants, debout sur des estrades en bois dans des villages comme Linguère ou Fatick, entourés de foules qui scandèrent mon nom. Mais les années d'opposition furent un calvaire. J'ai été arrêté à plusieurs reprises, jeté dans la prison de Rebeuss à Dakar, une cellule sombre où l'humidité suintait des murs en pierre et où les rats couraient la nuit. En 1978, après une manifestation contre Senghor près de la place de l'Indépendance, la police m'a battu avec des matraques, laissant des ecchymoses sur mon dos pendant des semaines. Je me souviens du goût du sang dans ma bouche et du froid des menottes sur mes poignets. Les élections étaient une farce. En 1983, j'ai concouru contre Abdou Diouf, le successeur de Senghor, dans une campagne où je sillonnais le pays à bord d'une vieille Peugeot 404, dormant dans des cases ou sous des arbres. Mais les bureaux de vote étaient surveillés par des hommes en uniforme, et j'ai vu des bulletins disparaître sous mes yeux, remplacés par des urnes remplies à l'avance. En 1988, les fraudes furent encore plus flagrantes. À Thiès,
Des agents ont compté des voix fictives sous les projecteurs, et j'ai perdu de justesse. Malgré cela, je ne baissais pas les bras. Je devenais le maître de l'opposition, un surnom que le peuple me donnait dans les marchés de la Médina, où les femmes en boubou multicolores me serraient la main, ou à Saint-Louis, où les pêcheurs m'écoutaient, sous les mangroves, leurs filets encore humides posés à côté. Pendant 26 ans, de 1974 à 2000, j'ai porté l'espoir d'un changement, voyageant à dos d'âne dans les zones rurales de la Casamance, écoutant les plaintes des bergers qui manquèrent de pâturage et des mères qui n'avaient pas de quoi nourrir leurs enfants. Chaque discours, chaque arrestation, chaque défaite renforçait ma résolution. Je rencontrais aussi des soutiens inattendus. En 1980, un groupe d'étudiants de l'université de Dakar m'a invité à parler dans leur dortoir, une pièce surpeuplée avec des matelas par terre et des posters de Che Guevara au mur. Ils m'ont offert du café amer et m'ont écouté parler d'une Afrique unie, leurs yeux brillants de révolte. En 1993, des femmes de Podor, un village près du fleuve Sénégal, m'ont accueilli avec des danses traditionnelles, me remettant un pagne brodé en signe de respect. Ces moments me donnaient la force de continuer, même quand les prisons me retenaient ou que les médias, contrôlés par le pouvoir, me ridiculisaient. J'écrivais mes discours sur des cahiers d'écoliers, assis à une table branlante, et je les mémorisais sous les étoiles, loin des projecteurs de Dakar. Ma vie personnelle souffrait aussi. Ma femme Viviane, que j'avais épousée en 1962 à Paris, restait à la maison avec nos enfants, Karim et Sindiély, pendant que je sillonnais le pays. Elle gérait tout, les factures, les repas, les inquiétudes quand j'étais en prison. Je rentrais parfois épuisé, avec des vêtements froissés et une barbe de plusieurs jours, et elle me servait un plat de yassa poulet, me regardant avec un mélange de fierté et de fatigue. Mes enfants grandissaient sans me voir souvent, et je portais cette culpabilité, mais je savais que mon combat était pour eux, pour leur avenir. Les années d'opposition m'ont appris la patience et la stratégie. J'ai étudié les discours de Martin Luther King et de Kwame Nkrumah, lisant leurs livres à la lueur d'une bougie quand l'électricité manquait. J'ai appris à lire les foules, à sentir quand elles étaient prêtes à se lever et à attendre le bon moment. En 1996, lors d'une tournée à Ziguinchor, une ville marquée par la rébellion casamançaise, j'ai parlé sous un arbre géant, entouré de villageois armés de machettes, et j'ai promis la paix et le développement. Ce fut un risque, mais ils m'ont écouté, posant leurs armes pour m'applaudir. Ces expériences ont forgé ma réputation, et même mes ennemis reconnaissaient ma ténacité. J'étais un révolté silencieux, un homme qui frappait avec des mots plutôt qu'avec des armes, et qui ne cédait jamais. L'année 2000 a été le tournant de ma vie, le moment où mes années de lutte ont porté leurs fruits. Après 4 défaites électorales contre Abdou Diouf en 1983, 1988, 1993 et 1996, je sentais que le vent changeait. J'avais 73 ans, un âge où beaucoup se reposent, mais mon énergie était intacte. En 1999, j'ai annoncé ma 5e candidature dans une maison à Fann, un quartier résidentiel de Dakar avec des villas entourées de bougainvilliers. La pièce était pleine de militants, des hommes en boubou bleu et des femmes en wax coloré, assis sur des chaises en plastique, buvant du jus de bouillie préparé par une voisine. L'air était lourd de tension et d'espoir. Je me tenais debout, un micro à la main, et j'ai déclaré « Cette fois, le peuple parlera et personne ne pourra étouffer sa voix ». Mes mots ont été accueillis par des applaudissements et des you-you, un son qui m'a donné des frissons. La campagne a été un marathon. Je sillonnais le Sénégal dans une vieille Peugeot 504, ses sièges déchirés recouverts de tissu, traversant des routes poussiéreuses de la Casamance à Matam, accompagné de mon équipe. Des chauffeurs fatigués, des assistants avec des sacs de tracts et des musiciens qui jouaient du sabar pour attirer les foules. À Dakar, je parlais dans le stade Demba Diop, une arène bondée où 20 000 personnes agitèrent des pancartes avec mon visage et le slogan « Sopi », changement en Wolof. Sous un soleil de plomb, je criais « Assez des promesses vides, assez de la misère ». La foule répondait en chœur, levant des drapeaux verts, rouges et jaunes. Dans les villages, comme à Tambacounda, les habitants m'accueillaient avec des danses traditionnelles, des femmes en pagne tressant des colliers de perles pour moi, et des enfants courant à mes côtés avec des branches d'arbres en guise de drapeau. Mon adversaire, Abdou Diouf, était un homme calme, un héritier du système de Senghor,
avec des costumes impeccables et un sourire diplomatique. Ils me sous-estimaient, croyant que les fraudes électorales suffiraient, comme par le passé. Mais cette fois, le peuple était prêt. Le 27 février 2000, jour du scrutin, j'ai voté dans un bureau de la Médina, une salle avec des murs écaillés et une urne en métal sous la garde de policiers. La tension était palpable. Des files d'électeurs s'étendèrent dans la rue, des vieux avec des cannes, des jeunes en jeans, des femmes avec des bébés sur le dos. J'ai glissé mon bulletin dans l'urne, un geste simple mais chargé d'histoire, et j'ai attendu. Les résultats sont tombés le 19 mars 2000. J'étais dans une maison à Pointe-E, entouré de ma famille et de proches, quand la radio a annoncé 58,49% des voix pour moi, contre 41,51% pour Diouf. La pièce a explosé de joie. Viviane m'a serré dans ses bras, mes enfants Karim et Cindy ont crié, et les militants ont dansé au son d'un tam-tam improvisé. Dehors, sur l'avenue Bourguiba, une foule immense s'était rassemblée, une mer de drapeaux sénégalais et de pancartes. Wade président. Des feux d'artifice éclatèrent dans le ciel nocturne, et les klaxons des taxis jaunes résonnaient. Je suis sorti, monté dans une voiture découverte, et j'ai traversé la ville, saluant des mains levées, le cœur battant d'une émotion que je n'avais jamais connue. Ce n'était pas seulement ma victoire, c'était celle du peuple. La transition fut pacifique, un miracle dans un continent marqué par les coups d'État. Diouf a reconnu sa défaite et m'a passé le pouvoir le 1er avril 2000, lors d'une cérémonie au palais présidentiel, une bâtisse blanche avec des colonnades et un drapeau tricolore au vent. Je portais un boubou gris brodé d'or, et devant des caméras du monde entier, CNN, BBC, France 24, j'ai prêté serment, ma voix tremblant d'émotion. L'Union africaine, l'ONU, et même des leaders comme Nelson Mandela m'ont félicité, saluant le Sénégal comme un modèle de démocratie. Dans les jours suivants, j'ai visité des villages comme Ndioum, où les paysans m'ont offert des poulets vivants et des sacs d'arachides, me remerciant pour cette victoire qu'ils voyaient comme la leur. Mais cette révolution n'était pas sans défi. Mon gouvernement a hérité d'une économie fragile, avec des dettes accumulées sous Diouf et des infrastructures vétustes. J'ai dû composer avec une administration lourde, des fonctionnaires corrompus et des attentes immenses. Mon premier discours à la nation, prononcé depuis le palais, a promis des réformes. Éducation gratuite, emploi pour les jeunes, et une rupture avec les pratiques anciennes. Je me souviens d'avoir écrit ce discours sur une table en acajou, entouré de conseillers qui fumèrent des cigarettes, tandis que dehors, des manifestants scandaient encore mon nom. Cette victoire a marqué le début d'une ère nouvelle, mais aussi le début d'un combat intérieur pour tenir mes promesses. Mon premier mandat, de 2000 à 2007, et mon second, de 2007 à 2012, ont été une période où j'ai voulu transformer le Sénégal, laisser une trace tangible pour les générations futures. À 73 ans, quand j'ai pris le pouvoir, je savais que le temps était compté, et je voulais faire vite. J'avais une vision. Faire du Sénégal une nation moderne, un modèle pour l'Afrique, avec des infrastructures dignes de ce nom et une identité culturelle forte. Alors, j'ai lancé ce qu'on appelle aujourd'hui l'ère des grands chantiers, des projets ambitieux qui ont marqué mon passage, mais aussi suscité des controverses. L'un de mes premiers projets fut l'expansion de l'université Gaston Berger à Saint-Louis. Ce campus, initialement créé en 1990 sous Abdou Diouf, était encore modeste, avec quelques bâtiments en béton entourés de sable. J'ai décidé d'en faire un centre d'excellence. En 2001, je suis allé sur place, marchant sous un soleil brûlant, mon boubou blanc trempé de sueur, pour poser la première pierre de nouvelles extensions. J'ai supervisé la construction de salles de classe modernes, avec des toits en tôle rouge et des murs en parpaing peints en blanc, des laboratoires équipés de microscopes et d'ordinateurs, et une bibliothèque avec des étagères en bois remplies de livres scientifiques. Je voulais que les jeunes de Saint-Louis, comme ceux de tout le Sénégal, aient accès à une éducation de qualité, sans avoir à partir en France ou aux États-Unis. Je me souviens d'un étudiant, un garçon maigre nommé Amadou, qui m'a serré la main ce jour-là, me disant qu'il étudiait la médecine grâce à une bourse que j'avais mise en place. Ses yeux brillaient, et cela valait tous les efforts. Un autre projet majeur fut l'autoroute Dakar-Diamniadio, une idée qui me trottait dans la tête dès mon arrivée au pouvoir. À l'époque, les routes entre Dakar et sa banlieue étaient des pistes cabossées, bordées de sable et de broussailles, où les taxis-brousses mettaient des heures à avancer.
coincés derrière des charrettes ou des troupeaux de chèvres. Je voulais une route moderne, une autoroute qui désengorgerait la capitale et stimulerait l'économie. En 2005, j'ai signé un accord avec la China Road and Bridge Corporation, après des nuits de négociations à Pékin, dans une salle aux murs ornée de peintures de dragons où on buvait du thé vert dans des tasses en porcelaine. La construction a démarré en 2007 et je visitais souvent le chantier, vêtu d'un casque jaune et de bottes, discutant avec les ingénieurs chinois qui parlaient un français hésitant. L'autoroute, longue de 27 km, avec des ponts en béton et des échangeurs, a été inaugurée en 2013, après mon départ du pouvoir. Mais je l'avais portée à bout de bras. Je me souviens du jour où les premières voitures ont roulé dessus. Des taxis jaunes, des bus Ndiagandiaï et des familles en 4x4, tous klaxonnant de joie sur cette route lisse qui traversait les terres rouges. Le monument de la Renaissance africaine fut sans doute mon projet le plus emblématique, mais aussi le plus controversé. Je voulais un symbole qui incarne la fierté africaine, un monument qui rappellerait au monde notre grandeur. En 2006, j'ai lancé ce projet sur la corniche ouest de Dakar, une colline face à l'océan Atlantique, où le vent salé soufflait sans relâche. J'ai choisi un design monumental, une statue de 49 mètres représentant un homme, une femme et un enfant tenant une flamme, regardant vers l'avenir. J'ai fait appel à une entreprise nord-coréenne, Mansudai Overseas Projects, pour la construire, un choix qui a surpris beaucoup de gens. En 2008, je suis allé sur le chantier, montant la colline à pied, entouré d'ouvriers nord-coréens et sénégalais qui soulevaient des blocs de bronze avec des grues. La statue a coûté 27 millions de dollars, un montant que j'ai financé en partie en vendant des terres autour de Dakar, une décision critiquée par beaucoup. Quand le monument a été inauguré le 3 avril 2010, pour les 50 ans de l'indépendance, j'étais sur une estrade en bois, vêtue d'un boubou blanc brodé d'or, regardant la foule de 30 000 personnes venues de tout le Sénégal. Il y avait des chefs d'État africains, comme Bingu wa Mutharika, du Malawi, et des artistes comme Youssou N'Dour, qui a chanté sous les projecteurs. Mais les critiques étaient nombreuses. Certains disaient que l'argent aurait dû servir à construire des hôpitaux ou des écoles. D'autres trouvaient la statue trop ostentatoire et les imams critiquaient la nudité partielle des figures. Moi, je voyais au-delà, un symbole d'espoir pour l'Afrique, un rappel de notre résilience. J'ai aussi organisé le Festival mondial des arts nègres, un rêve que je portais depuis mes années à Paris, inspiré par Senghor. En 2009, pour préparer l'événement, j'ai créé un comité dirigé par mon ministre de la Culture, un homme en costume sombre qui courait partout avec des dossiers sous le bras. Le festival a eu lieu en décembre 2010 à Dakar, et ce fut une explosion de couleurs et de sons. Des tentes blanches ont été dressées sur la plage de Han, où des danseurs masqués du Nigeria exécutaient des chorégraphies sous des percussions djembé, tandis que des peintres sud-africains exposaient des toiles aux motifs géométriques. J'ai accueilli des artistes de 50 pays africains, des musiciens maliens jouant de la kora, des poètes congolais récitant des vers et des sculpteurs zimbabwéens travaillant la pierre. Je me souviens d'une soirée où j'ai dansé avec des enfants sur une scène en bois, sous un ciel étoilé, riant alors qu'ils m'apprenaient des pas traditionnels. Ce festival a coûté des milliards de francs CFA et certains ont critiqué son budget. Mais il a montré au monde la richesse de notre culture. Un autre chantier fut l'Agence nationale de l'organisation de la conférence islamique, ANOSI, créée pour préparer la conférence de l'OCI à Dakar en 2008. J'ai confié sa direction à mon fils Karim, une décision qui allait marquer mon mandat. L'ANOSI a transformé Diamniadio, une zone alors faite de terre vague et de broussailles, en un hub moderne. On a construit des hôtels, comme le Radisson Blu, un bâtiment blanc avec des baies vitrées donnant sur l'océan, et des routes neuves bordées de lampadaires. En mars 2008, j'ai accueilli des leaders musulmans, comme le roi Abdallah d'Arabie Saoudite, dans une salle de conférence climatisée, décorée de tapis persans et de lustres en cristal. J'ai prononcé un discours en arabe, appris durant mes années à l'école coranique, plaidant pour l'unité des nations musulmanes. Ce fut un succès diplomatique, mais l'ANOSI a été terni par des scandales. Des millions de francs CFA auraient été détournés, selon des rapports d'audit que j'ai toujours contestés. Ces projets ont attiré des critiques. On m'accusait de népotisme pour avoir donné des rôles clés à Karim, comme la gestion de l'ANOSI ou, plus tard, des ministères. On parlait de scandales financiers, notamment autour de l'affaire Petrotim,
où des contrats pétroliers auraient été mal gérés, coûtant des millions à l'État. Mon style de gouvernance, parfois perçu comme monarchique, agaçait. Je faisais des discours depuis des estrades dorées au palais présidentiel, entouré de gardes en uniforme rouge, et je prenais des décisions sans toujours consulter mon gouvernement. En 2009, une inondation à Dakar a révélé les failles de mon administration. Des quartiers comme Pikine étaient sous l'eau, et les habitants criaient leur colère, disant que mes grands projets ne servaient pas les pauvres. J'ai envoyé des équipes pour pomper l'eau, distribuant des sacs de riz et des couvertures, mais le mal était fait. Malgré ces ombres, je croyais en mes choix. Je voyais ces chantiers comme des fondations pour l'avenir, des preuves que le Sénégal pouvait rivaliser avec les grandes nations. J'ai aussi lancé des réformes sociales. En 2001, j'ai introduit l'école gratuite pour les enfants jusqu'à 16 ans. Visitant une école à Kaolack, où des élèves en uniforme bleu et blanc m'ont offert un dessin de moi en boubou. J'ai créé des programmes pour les femmes, comme des microcrédits pour les vendeuses du marché Sandaga, leur permettant d'acheter des machines à coudre ou des stocks de poissons. Ces initiatives touchaient des milliers de vies, mais elles étaient souvent éclipsées par les controverses autour de mes grands projets. Mon amour pour l'Afrique et ma vision d'un continent uni et indépendant ne datent pas de mon arrivée au pouvoir. Ces idées ont germé dans les cafés enfumés de Paris, dans les années 50, quand je discutais avec des intellectuels comme Cheikh Anta Diop et Léopold Sédar Senghor, buvant du café noir et griffonnant des rêves sur des serviettes en papier. Mais c'est pendant mes années de présidence, de 2000 à 2012, que j'ai pu porter ces idées sur la scène internationale, devenant une voix panafricaniste qui dérangeait autant qu'elle inspirait. Je n'ai jamais caché mon mépris pour la France-Afrique, ce réseau d'influence néocoloniale qui maintenait l'Afrique sous le joug de la France, même après les indépendances. Dès mon arrivée au pouvoir, j'ai voulu marquer une rupture. En 2000, lors d'une visite officielle à Paris, j'ai refusé de m'incliner devant les protocoles habituels. Je me souviens d'un dîner organisé à l'Élysée par Jacques Chirac, dans une salle au lustre doré et au tapis rouge, où les serveurs en gants blancs portaient des plateaux de foie gras et de champagne. J'ai décliné l'invitation à la dernière minute, préférant rester à Dakar pour rencontrer des étudiants à l'université Cheikh Anta Diop. Ces jeunes, assis sur des bancs en bois dans une salle aux murs fissurés, m'ont écouté parler d'une Afrique qui devait se libérer des chaînes économiques et politiques. Ils m'ont applaudi, agitant des drapeaux panafricains, et j'ai su que j'avais fait le bon choix. En 2007, ma relation avec la France s'est encore tendue. Nicolas Sarkozy, alors président, est venu à Dakar et a prononcé un discours à l'université, déclarant que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Ces mots m'ont révolté. J'étais dans mon bureau au palais présidentiel, écoutant son discours à la radio, entouré de conseillers qui voyaient ma colère monter. J'ai répondu publiquement quelques jours plus tard, lors d'une conférence de presse dans une salle au mur blanc, décorée du drapeau sénégalais. J'ai dit « L'Afrique a une histoire riche, bien avant que l'Europe ne découvre le feu. Nos royaumes, nos civilisations, nos savants ont façonné le monde. » Mes paroles ont été relayées par les médias panafricains et des jeunes de Dakar à Abidjan ont repris mes mots, les écrivant sur des pancartes lors de manifestations. Mon panafricanisme ne se limitait pas à des discours. Je voulais des actions concrètes pour unir l'Afrique. En 2001, lors d'un sommet de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, à Lusaka, en Zambie, j'ai proposé l'idée d'un passeport unique africain. J'étais dans une salle de conférence immense avec des drapeaux de tous les pays africains accrochés au mur, assis à une table ronde entourée de leaders comme Thabo Mbeki d'Afrique du Sud et Olusegun Obasanjo du Nigeria. J'ai pris la parole, vêtu d'un boubou bleu nuit, et j'ai dit « Pourquoi un Sénégalais doit-il demander un visa pour aller au Ghana ou au Kenya ? Nous sommes un seul peuple. » Certains chefs d'État, comme Robert Mugabe, m'ont regardé avec scepticisme, tandis que d'autres, comme Paul Kagame, hochèrent la tête. Mon idée n'a pas abouti immédiatement, mais elle a planté une graine. En 2002, l'OUA est devenue l'Union africaine, UA, une transformation que j'ai soutenue activement, participant à des réunions marathons à Addis Abeba, dormant à peine dans des hôtels aux tapis usés, discutant jusqu'à l'aube. J'ai aussi plaidé pour une monnaie africaine unique, un projet ambitieux inspiré par mes études en économie. En 2004, lors d'un sommet de l'UA à Accra, au Ghana,
J'ai présenté cette idée dans une salle aux murs dorés, face à une assemblée de présidents en costume et boubou. J'ai expliqué comment une monnaie commune, libérée du franc CFA et du dollar, pourrait renforcer notre indépendance économique. J'ai évoqué les royaumes anciens, comme l'Empire du Mali, qui utilisait l'or pour le commerce mondial, et j'ai dit « Nous pouvons le faire à nouveau ». Mais les résistances étaient fortes. Certains leaders craignaient de perdre leur souveraineté monétaire, et les puissances étrangères, comme la France, voyant cela comme une menace. Malgré les obstacles, j'ai continué à pousser cette idée, rencontrant des économistes comme ceux de la Banque africaine de développement, dans des bureaux à Abidjan, pour élaborer des plans. Mon franc-parler inspirait la jeunesse africaine. En 2005, j'ai été invité à parler à l'université de Lagos, au Nigeria, une ville bruyante avec ses taxis jaunes et ses marchés bondés. J'ai pris la parole dans un amphithéâtre rempli de 2000 étudiants, assis sur des chaises en plastique, leurs carnets ouverts. J'ai dénoncé l'exploitation des ressources africaines, le pétrole du Nigeria, l'or du Mali, les diamants du Botswana, par des multinationales étrangères, et j'ai appelé les jeunes à se battre pour leur avenir. À la fin, ils m'ont ovationné, scandant « Wade, père de l'Afrique », pendant que je quittais la scène, entouré de gardes du corps en costume noir. Mais mes positions dérangeaient. En 2008, lors d'un sommet France-Afrique à Nice, j'ai critiqué les bases militaires françaises encore présentes au Sénégal. J'étais dans une salle climatisée, face à des présidents francophones alignés sur Paris, et j'ai déclaré « Le Sénégal n'a pas besoin de soldats français pour assurer sa sécurité ». Quelques mois plus tard, j'ai ordonné la fermeture de la base militaire française de Dakar, un camp près de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, où des soldats en treillis patrouillaient depuis des décennies. J'ai assisté à leur départ, debout sous un hangar en tôle, regardant les derniers camions quitter le camp sous un ciel gris. J'ai aussi cherché à renforcer les relations avec d'autres partenaires, comme la Chine et les pays arabes. En 2006, j'ai voyagé à Dubaï, une ville de gratte-ciel et de sable, pour signer des accords commerciaux. J'ai rencontré le cheikh Mohamed Ben Rachid Al Maktoum dans un palais aux murs incrustés de mosaïques, et on a discuté de projets comme le port de Dakar, qu'il a financé en partie. Ces choix montrèrent que l'Afrique pouvait diversifier ses alliances, mais ils irritèrent la France, qui voyait son influence diminuer. Mon rêve d'une Afrique éveillée n'était pas sans contradiction. Certains disaient que je parlais d'indépendance, tout en signant des prêts avec la Chine, qui imposait ses propres conditions. D'autres critiquaient mon incapacité à unir l'Afrique concrètement, pointant les divisions persistantes au sein de l'UA. Mais je voyais plus loin. Je voulais semer des idées, inspirer les générations futures, et montrer que l'Afrique pouvait se tenir debout. Après 12 ans au pouvoir, de 2000 à 2012, mon règne a pris fin d'une manière que je n'avais pas imaginée. J'avais 85 ans, et malgré mon âge, je me sentais encore capable de guider le Sénégal. En 2011, j'ai décidé de briguer un 3e mandat, une décision qui allait déclencher une crise majeure. Selon la Constitution de 2001, que j'avais moi-même fait adopter, le président ne pouvait faire que 2 mandats. Mais mes avocats, des juristes en costume sombre, qui travaillaient dans des bureaux remplis de livres juridiques au palais, ont soutenu que cette règle ne s'appliquait pas à mon 1er mandat, commencé avant la réforme. J'ai donc présenté ma candidature, convaincu que le peuple me soutiendrait encore. Cette décision a mis le feu aux poudres. À Dakar, les manifestations ont éclaté dès l'annonce. Je me souviens d'une journée en juin 2011, regardant par la fenêtre du palais présidentiel une bâtisse blanche avec des colonnades et des palmiers dans la cour. Sur l'avenue Cheikh Anta Diop, des jeunes brûlaient des pneus, leurs visages masqués par des foulards, tandis que la fumée noire montait dans le ciel. Ils criaient « Wade, dégage !» et lancèrent des pierres sur les forces de l'ordre, qui répondaient avec des gaz lacrymogènes. J'étais entouré de mes conseillers, certains nerveux, d'autres me disant de tenir bon. Mais dans mon cœur, je sentais que quelque chose avait changé. Le peuple qui m'avait porté au pouvoir en 2000 se tournait contre moi. Le mouvement M23, une coalition d'opposition et de la société civile, est né cette année-là pour s'opposer à ma candidature. Des figures comme Alioune Tine, un activiste aux lunettes rondes, et des musiciens comme Youssou N'Dour, que j'avais pourtant soutenu, ont rejoint la contestation. Youssou, qui avait chanté à l'inauguration du monument de la Renaissance, a même tenté de se présenter contre moi, bien que sa candidature ait été rejetée. Les manifestations se multipliaient. À Thiès,
des étudiants ont bloqué les routes avec des barricades de fortune, et à Kaolack, des femmes ont marché, portant des pancartes en carton où on lisait « Non au troisième mandat ». J'ai essayé de dialoguer, invitant des leaders de l'opposition au palais, une salle aux murs blancs avec des fauteuils en cuir rouge, mais ils ont refusé, exigeant mon retrait. L'élection a eu lieu le 26 février 2012. J'ai voté dans un bureau de la Médina, une école aux murs écaillés, entourée de gardes du corps en costume noir et de journalistes qui me suivaient avec des caméras. J'ai glissé mon bulletin dans l'urne, un geste que j'avais fait tant de fois, mais cette fois, l'ambiance était lourde. Mon principal adversaire était Macky Sall, un homme que j'avais moi-même formé. Macky, né en 1961 à Fatick, avait été mon premier ministre de 2004 à 2007. Un homme discret mais ambitieux, toujours vêtu de costumes sobres. Je l'avais nommé à ce poste après l'avoir rencontré dans les rangs du PDS, impressionné par sa rigueur. Mais en 2008, il s'était éloigné de moi, critiquant mon style de gouvernance et la montée en pouvoir de mon fils Karim. Il avait fondé son propre parti, l'Alliance pour la République, APR, et se présentait contre moi. Le premier tour m'a donné 34,81% des voix, contre 26,58% pour Macky. J'étais en tête, mais un second tour était nécessaire. La campagne entre les deux tours fut intense. J'ai sillonné le pays, parlant dans des stades comme Léopold Sédar Senghor à Dakar, où 40 000 personnes m'écoutaient sous des projecteurs, agitant des drapeaux bleus du PDS. À Mbour, des pêcheurs m'ont offert un poisson géant, une carpe qu'ils avaient pêchée ce matin-là, en signe de soutien. Mais l'opposition s'était unie autour de Macky, et les manifestations continuaient. Le 25 mars 2012, jour du second tour, j'ai voté à nouveau. Mais je sentais que l'élan n'était plus de mon côté. Les résultats sont tombés le soir même. J'étais dans mon bureau au palais, entouré de Viviane, de mes enfants et de quelques fidèles. La télévision diffusait les chiffres. Macky Sall avait remporté 65,8% des voix, contre 34,2% pour moi. Un silence lourd a rempli la pièce. Viviane m'a pris la main, ses yeux pleins de tristesse, tandis que Karim, assis dans un coin, fixait le sol. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé Macky pour le féliciter. Une conversation brève mais digne. « Tu as gagné, Macky. Que Dieu te guide », lui ai-je dit, ma voix tremblante. Puis j'ai raccroché et je suis resté seul, regardant par la fenêtre les lumières de Dakar, une ville que j'avais tant aimée et servie. Ma défaite a marqué la fin d'un règne tumultueux. Le 2 avril 2012, j'ai passé le pouvoir à Macky Sall lors d'une cérémonie au palais. Je portais un boubou blanc et j'ai marché lentement jusqu'à la sortie, saluant les officiels et les diplomates présents sous les flashs des photographes. En quittant le palais, j'ai pris une voiture pour rentrer chez moi à Point E, une maison modeste avec des murs blancs et un jardin de manguiers. Les rues étaient calmes, mais je savais que beaucoup célébraient dans ma chute, dansant sur l'avenue Bourguiba et klaxonnant dans leur taxi jaune. Pourtant, mon départ n'a pas effacé mon empreinte. Les routes que j'avais construites, comme l'autoroute Dakar-Diamniadio, continuaient de servir des millions de Sénégalais. L'université Gaston Berger formait des milliers d'étudiants, et le monument de la Renaissance, malgré les critiques, restait un symbole de fierté pour beaucoup. J'avais aussi ouvert des débats sur l'indépendance africaine, inspirant des jeunes à rêver d'un continent uni. Mais mon règne laissait aussi des cicatrices, les scandales financiers, les accusations de népotisme envers Karim et les divisions que ma candidature avait créées. Après ma défaite, je suis resté actif dans la politique. J'ai repris la tête du PDS, voyageant à nouveau à travers le pays pour remobiliser mes militants. En 2014, je suis allé à Ziguinchor, une ville verdoyante près de la Casamance, où des militants m'ont accueilli avec des danses sabares et des colliers de fleurs. J'ai parlé sous une tente blanche, promettant de revenir plus fort. Mais mon âge et les tensions internes au parti rendirent les choses difficiles. Certains me voyaient encore comme un leader, d'autres comme un homme du passé. Je savais que mon temps au pouvoir était fini, mais mon histoire, elle, ne l'était pas. Nous sommes le 30 mai, et je suis là à 99 ans, un âge où beaucoup se reposent dans l'ombre, mais où je continue de regarder le monde avec des yeux qui ont vu tant de choses. Je vis entre le Sénégal et l'étranger, mais aujourd'hui, je suis assis dans ma maison à Yoff, un quartier de Dakar où le bruit des vagues se mêle aux cris des enfants qui jouent dans la rue. Ma maison est un refuge simple, des murs blancs un peu craquelés par l'humidité,
un salon avec des tapis rouges tissés à la main par une artisane de Thiès, et une grande fenêtre donnant sur la plage dorée. Hier, pour mon anniversaire, la maison était pleine de vie. Ma femme Viviane avait préparé un thieboudienne avec du poisson frais acheté au marché de Soumbédioune, ses mains agiles coupant les légumes sur une table en bois usé. Mes petits-enfants, Samba, Awa et Mamadou, ont chanté des louanges wolof, leur voix aiguë résonnant sous les manguiers du jardin, tandis que des voisins apportèrent des plateaux de pastels et de bissap rouge. C'était un moment de joie, mais aussi de réflexion, car chaque année qui passe me rappelle les batailles que j'ai menées. Ma journée commence souvent tôt. À 7 heures, je me lève, aidé par une canne en bois sculptée que m'a offerte un artisan de Saint-Louis. Je fais mes ablutions dans une salle de bain aux carreaux verts, puis je prie dans un coin de la maison où j'ai installé un tapis de prière usé, face à la Mecque. Ensuite, je m'assieds sur ma terrasse, une chaise en rotin sous un parasol en toile, et je regarde la mer. Le vent salé me rafraîchit et je lis les journaux, Le Soleil ou Walfadjri, que mon aide apporte chaque matin, ces pages froissées racontant les nouvelles du Sénégal et du monde. Parfois, je prends un carnet et un stylo, écrivant des pensées sur l'Afrique, des idées que je n'ai pas pu réaliser, comme une monnaie commune ou une université panafricaine. Ma santé n'est plus ce qu'elle était. À 99 ans, mes jambes sont lourdes, et je marche avec difficulté, mais mon esprit reste vif. Je prends des médicaments pour mon cœur et mes articulations, des pilules blanches et bleues que Viviane range dans une petite boîte en plastique sur la table de chevet. Elle me prépare des repas légers, du riz au poisson ou de la soupe de feuilles de baobab, pour éviter les excès, et elle veille sur moi comme une sentinelle. Nous avons traversé tant d'années ensemble, depuis notre mariage en 1962 à Paris, et son amour est une encre dans cette vie agitée. Je ne suis plus au pouvoir, mais je reste une voix influente. Depuis ma défaite en 2012, j'ai repris la tête du PDS, mon parti, et je voyage encore quand je le peux. En 2019, j'ai fait un retour remarqué à Dakar, atterrissant à l'aéroport Blaise Diagne dans un avion privé, accueilli par une foule de militants en boubou bleu qui chantaient et agitaient des drapeaux. J'ai parlé à la place de la Nation, une estrade en bois sous un soleil brûlant, entourée de jeunes qui scandaient « Wade, notre père !» J'ai promis de redonner vie au PDS, mais mon âge et les divisions internes rendent cela difficile. Karim, mon fils, vit au Qatar, et bien qu'il soit toujours l'héritier présomptif, son absence complique les choses. Je l'appelle souvent, sa voix résonnant à travers un téléphone satellite, et nous parlons de politique, de son retour et de l'avenir. Des leaders politiques et des intellectuels me sollicitent encore. En 2023, j'ai été invité à un forum à Abidjan, en Côte d'Ivoire, une ville au gratte-ciel moderne et aux rues animées. J'ai pris la parole dans une salle climatisée, face à des diplomates en costume et des étudiants en jeans, plaidant pour une jeunesse africaine éduquée. J'ai marché avec une canne, mais ma voix portait, et les applaudissements m'ont réchauffé le cœur. Des universitaires sénégalais, comme ceux de l'UCAD, me demandant parfois des conseils, venant me voir à Yoff avec des dossiers sous le bras, discutant autour d'un thé à la menthe. Ma vie aujourd'hui est aussi faite de souvenirs. Dans ma maison, j'ai une étagère remplie de photos, moi posant la première pierre de l'université Gaston Berger, serrant la main de Nelson Mandela à Johannesburg, ou inaugurant le monument de la Renaissance avec Viviane à mes côtés. Il y a aussi des lettres encadrées, comme celle de Kwame Nkrumah que j'ai reçue dans les années 60, m'encourageant dans mes luttes. Ces objets me rappellent qui je suis, un homme qui a osé, qui a rêvé, mais aussi qui a fait des erreurs. Les Sénégalais ont des opinions partagées sur moi. Pour certains, je suis un sage, un père spirituel qui a modernisé le pays et défendu l'Afrique. En 2024, lors d'une visite à Touba, la ville sainte des Mourides, des disciples m'ont accueilli avec des prières et des bénédictions, me voyant comme un serviteur de Dieu. Pour d'autres, je reste controversé, associé au scandale de Karim et à ma candidature de 2012. Dans les marchés de la Médina, j'entends parfois des murmures « Wade a pris trop de pouvoir ». Je comprends ces critiques, mais je crois que l'histoire jugera mon œuvre dans son ensemble. Je viens de terminer mon déjeuner, un plat de mafé au poulet préparé par une cuisinière du quartier, et je regarde les pêcheurs rentrer avec leurs pirogues colorées. Je pense à l'avenir du Sénégal, à mes petits-enfants qui grandissent dans un pays que j'ai aidé à façonner. Je rêve encore d'une Afrique unie, d'un continent où les jeunes comme eux n'auront pas à mendier des visas
ou à fuir vers l'Europe. Ma voix faiblit, mais mon esprit reste combatif. Hier, un de mes petits-fils, Samba, m'a demandé pourquoi je me battais autant. Je lui ai répondu « Pour que tu puisses être fier de ton Afrique, mon enfant. » Et c'est cette fierté que je veux laisser en héritage. Ma vie n'a pas été seulement une affaire de politique et de pouvoir. Elle a aussi été une histoire d'amour, de famille et de sacrifice personnel. Je ne serais pas l'homme que je suis sans ceux qui m'ont soutenu dans l'ombre, en particulier ma femme Viviane et mes enfants, Karim et Sindiély. Aujourd'hui, le 30 mai, alors que je viens de célébrer mon 99e anniversaire hier, je ressens plus que jamais l'importance de ma famille, ceux qui ont partagé mes joies et mes épreuves et qui continuent de porter mon héritage. J'ai rencontré Viviane Vert en 1959, à Paris, alors que j'étudiais pour mes doctorats. Elle était une jeune femme française d'origine modeste, blonde aux yeux bleus, travaillant comme bibliothécaire à la Sorbonne. Je me souviens de notre première rencontre dans une bibliothèque aux étagères en chêne où elle m'aidait à trouver un livre de droit constitutionnel. Elle avait un sourire discret et sa voix douce contrastait avec l'agitation des étudiants autour de nous. Nous avons commencé à parler, d'abord de mes études, puis de nos vies. Elle m'a raconté son enfance dans un village près de Bordeaux, où son père cultivait des vignes, et je lui ai parlé de Kébémer, des champs de mil et des récits de mes grands-parents. Nous nous sommes revus souvent, partageant des cafés dans des bistrots parisiens, marchant le long de la Seine sous un ciel gris et riant de nos différences culturelles. En 1962, après 3 ans de relation, nous nous sommes mariés dans une petite mairie de Paris, un bâtiment aux murs gris avec des colonnes sous une pluie fine. J'étais en costume noir, un peu trop grand pour moi, acheté d'occasion, et Viviane portait une robe blanche simple, ses cheveux relevés avec une fleur. La cérémonie était modeste, avec une dizaine d'amis, des étudiants africains et quelques collègues de Viviane, et un repas dans un restaurant à Montparnasse, où nous avons mangé du poulet rôti et bu du vin rouge. Ce jour-là, j'ai su que j'avais trouvé une partenaire pour la vie, une femme qui accepterait les tempêtes de mon destin. Quand je suis revenu au Sénégal en 1963 avec Viviane, elle a dû s'adapter à une culture très différente. Nous vivions dans une maison à la Médina, un quartier animé de Dakar, avec des ruelles étroites, où les enfants couraient pieds nus et où les femmes pilaient du mil dans des mortiers en bois. Viviane, avec sa peau pâle et ses cheveux blonds, attirait les regards curieux. Mais elle a vite gagné le respect des voisins. Elle a appris à parler wolof, saluant les gens avec un nangadef, chaleureux, et elle s'est mise à cuisiner des plats sénégalais, comme le yassa poulet, qu'elle préparait dans une cuisine aux murs noircis par la fumée. Elle portait des pagnes colorés que je lui offrais, et elle participait aux cérémonies locales, comme les baptêmes, où elle dansait timidement avec les femmes du quartier. Viviane a été mon rock pendant mes années d'opposition. Quand j'étais arrêté, comme en 1978, après une manifestation contre Senghor, elle restait à la maison avec nos enfants, gérant les factures et les visites des avocats, tout en cachant son inquiétude. Je me souviens de son visage fatigué mais déterminé, venant me voir à la prison de Rebeuss, une cellule sombre où l'humidité suintait des murs. Elle m'apportait du pain et des dattes dans un panier en osier, me disant « Tiens bon, Abdoulaye, le peuple a besoin de toi. » Pendant mes campagnes électorales, elle restait à Dakar, veillant sur Karim et Sindiély, alors que je dormais dans des villages sous des tentes, loin d'eux. Elle gérait tout, les repas, les devoirs des enfants et les lettres que je recevais de militants, qu'elle triait sur une table en bois dans le salon. Nous avons eu 2 enfants ensemble. Karim Meissa Wade est né en 1968, à Dakar, dans une clinique aux murs blancs près de la Corniche. Je me souviens de ce jour, tenant ce petit garçon dans mes bras, enveloppé dans une couverture bleue, ses yeux déjà curieux. Sindiély Wade est née en 1972, une petite fille souriante avec les cheveux clairs de sa mère. Je les emmenais souvent jouer sur la plage des Mamelles, un coin tranquille à l'époque, où ils courèrent dans le sable, construisant des châteaux avec des seaux en plastique. Mais ma vie politique m'a souvent éloigné d'eux. Pendant mes années d'opposition, je rentrais parfois après des semaines d'absence, trouvant Karim et Sindiély endormis dans leur lit, leurs jouets éparpillés sur le sol. Je m'asseyais près d'eux, les regardant dormir, et je ressentais une culpabilité profonde de ne pas être plus présent. Viviane a aussi été à mes côtés pendant mes années au pouvoir. Quand j'ai été élu en 2000,
Elle est devenue première dame, un rôle qu'elle a assumé avec discrétion. Elle n'aimait pas les projecteurs, préférant rester dans l'ombre, organisant des œuvres caritatives. En 2002, elle a lancé un programme pour les orphelins, visitant un centre à Rufisque, une ville poussiéreuse près de Dakar, où elle a distribué des sacs de riz et des vêtements aux enfants, leurs visages illuminés par des sourires. Elle portait un pagne vert brodé, et les mères présentes l'appelaient « Maman Viviane », touchée par sa simplicité. Pendant les crises, comme les manifestations de 2011 contre mon 3e mandat, elle restait calme, me préparant du thé à la menthe dans une théière en argent, me disant « Fais ce que tu crois juste, Abdoulaye ». Aujourd'hui, Viviane est toujours là, à 87 ans, ses cheveux désormais gris, ses mouvements plus lents. Hier, pour mon anniversaire, elle a passé la matinée en cuisine, coupant des oignons et des carottes, ses lunettes glissant sur son nez. Elle m'a souri, disant « 99 ans, Abdoulaye, et tu parles encore de politique ». Nous avons ri ensemble, assis sur des chaises en rotin dans le jardin, regardant nos petits-enfants jouer. Ma famille, c'est ma force, mon refuge, et aussi une partie de mon héritage politique, pour le meilleur et pour le pire. Karim, mon fils aîné, est une partie centrale de mon histoire. Un homme qui a porté mes espoirs et mes ambitions, mais aussi mes plus grandes controverses. Aujourd'hui, le 30 mai, alors que je viens de célébrer mes 99 ans hier à Yoff, je pense à lui avec un mélange de fierté et de regret. Il est loin au Qatar, mais sa voix résonne encore dans mes souvenirs, et son parcours continue de marquer l'histoire de notre famille et du Sénégal. Karim Meïssa Wade est né le 1er septembre 1968 à Dakar, dans une clinique près de la Corniche Ouest, un bâtiment blanc avec des palmiers dans la cour. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Viviane, épuisée mais souriante, me tendant ce petit garçon enveloppé dans une couverture bleue, ses yeux déjà pleins de curiosité. J'étais alors un avocat et universitaire, loin du pouvoir, et je vivais dans une maison modeste à la Médina, où les murs étaient fissurés et les coupures d'électricité fréquentes. Karim a grandi dans ce quartier animé, jouant dans les ruelles poussiéreuses, avec les enfants des voisins, courant après un ballon de football fait de chiffon, ou m'accompagnant au marché de Sandaga, où il m'aidait à porter des sacs de mil. Mais ma vie d'opposant m'a souvent éloigné de lui. Pendant les années 70 et 80, alors que je luttais contre Senghor et Diouf, je passais des semaines loin de la maison, voyageant dans des villages comme Podor ou Kaffrine, dormant sous des tentes ou dans des cases. Karim restait avec Viviane, qui lui lisait des contes français et sénégalais sous une lampe à pétrole, lui apprenant à écrire sur un vieux tableau noir que j'avais ramené de l'université. Il était un garçon studieux, toujours premier de sa classe à l'école catholique de Dakar, un établissement aux murs blancs où les sœurs en uniforme lui enseignaient le français et les mathématiques. À 10 ans, il me suivait parfois dans mes meetings, assis sur une chaise en plastique au bord de la foule, écoutant mes discours avec une attention qui me rendait fier. En 1986, à 18 ans, je l'ai envoyé étudier à l'étranger, convaincu qu'une éducation internationale lui ouvrirait des portes. Il est parti pour Paris, où il a étudié à la Sorbonne, comme moi des décennies plus tôt. Il vivait dans un petit appartement près de Montparnasse, une pièce exiguë avec un lit simple et une table encombrée de livres. Il s'est spécialisé en finance et gestion, décrochant un diplôme à HEC Paris, une école prestigieuse où il passait ses nuits à étudier des théories économiques, buvant du café pour rester éveillé. Après ses études, il a travaillé dans la finance à Londres, dans un bureau vitré de la City, gérant des portefeuilles pour des clients internationaux, vêtus de costumes gris impeccables. Je l'appelais souvent, sa voix résonnant à travers un vieux téléphone à cadran, et il me racontait ses journées, ses ambitions et son envie de revenir un jour au Sénégal. Karim est revenu en 2000, l'année de mon élection. Il avait 32 ans et je voyais en lui un homme capable de contribuer à mon projet pour le Sénégal. En 2004, je l'ai nommé conseiller spécial pour l'organisation de la conférence de l'Organisation de la Conférence Islamique, OCI, qui devait avoir lieu à Dakar en 2008. Il travaillait dans un bureau au centre-ville, une pièce avec des murs blancs et des piles de dossiers, supervisant la construction d'hôtels et de routes à Diamniadio. En 2006, j'ai créé l'Agence nationale de l'Organisation de la Conférence Islamique, ANOCI, et je lui en ai confié la direction. Il a géré des projets comme l'aéroport international Blaise Diagne, visitant les chantiers dans une Jeep noire,
discutant avec des ingénieurs chinois et sénégalais sous un soleil brûlant. Je me souviens d'un jour où il m'a montré les plans de l'aéroport sur une table en bois, ses lunettes glissant sur son nez, expliquant comment il allait moderniser les transports. En 2009, je l'ai nommé ministre d'État, un poste qui regroupait plusieurs portefeuilles: l'énergie, les transports, la coopération internationale et l'aménagement du territoire. Les médias l'ont surnommé le ministre du ciel et de la terre, un titre qui reflétait son influence. Il travaillait tard dans un bureau au ministère, une pièce climatisée avec des cartes du Sénégal au mur, signant des contrats pour des centrales électriques ou des routes. En 2010, il a négocié un accord avec une compagnie saoudienne pour fournir de l'électricité à Dakar, un projet qui a réduit les coupures dans des quartiers comme Pikine, où les habitants m'ont remercié en m'envoyant des lettres écrites à la main. Mais cette montée en pouvoir a suscité des critiques. Beaucoup voyaient en Karim un héritier que je préparais pour me succéder, une tentative de dynastie. En 2011, lors d'une réunion du PDS dans une salle à Dakar, des militants ont murmuré leur mécontentement, disant que je favorisais ma famille au détriment du parti. Les accusations de népotisme ont grandi, surtout quand des rapports ont révélé des irrégularités dans la gestion de l'ANOCI, avec des millions de francs CFA qui auraient été détournés. Je défendais Karim, convaincu de son innocence, mais les critiques pesaient lourd. Après ma défaite en 2012, Karim a été la cible de la nouvelle administration de Macky Sall. En 2013, il a été arrêté et accusé d'enrichissement illicite par la Cour de répression de l'enrichissement illicite, CREI. J'étais à Doha à ce moment-là, dans une maison d'hôte au mur en marbre, quand j'ai appris la nouvelle par un appel de Viviane, sa voix tremblante. Karim a été emprisonné à Rebus, la même prison où j'avais été détenu dans les années 70, une cellule sombre avec un lit en fer et des murs humides. En 2015, il a été condamné à 6 ans de prison et à une amende de 138 milliards de francs CFA, un verdict que j'ai toujours considéré comme une vengeance politique. Je me suis battu pour lui, rencontrant des avocats dans des bureaux à Dakar, plaidant son innocence dans des interviews à la télévision, comme sur RTS, où je parlais face à une caméra, vêtue d'un boubou blanc. En 2016, Macky Sall l'a gracié, une décision que j'ai accueillie avec soulagement. Karim a quitté le Sénégal pour le Qatar, où il vit depuis, dans une villa moderne à Doha, entourée de palmiers et de fontaines. Il reste actif dans la politique sénégalaise, dirigeant le PDS à distance, et il m'appelle souvent, sa voix résonnant à travers un téléphone satellite. Hier, pour mon anniversaire, il m'a envoyé un message vocal me disant « Joyeux anniversaire, papa, je serai bientôt de retour ». Je crois en son retour, car il porte encore mes rêves pour le Sénégal. Le Parti démocratique sénégalais, PDS, que j'ai fondé en 1974 dans une maison à Sicap, a été ma maison politique, mon arme pour le changement, et le reflet de mes rêves pour le Sénégal. Mais aujourd'hui, le 30 mai, alors que je suis assis sur ma terrasse à Yoff, regardant les vagues s'écraser sur le sable, je vois un parti qui a traversé des tempêtes depuis ma défaite en 2012. Le PDS reste une force, mais il est entre ombre et lumière, marqué par des divisions, des luttes internes et l'absence de mon fils Karim. Quand j'ai quitté le pouvoir en 2012, après ma défaite face à Macky Sall, le PDS a été secoué. Nous avions été au sommet pendant 12 ans, gouvernant avec une majorité solide à l'Assemblée nationale, où nos députés en costume bleu et boubou votaient mes réformes. Mais la perte du pouvoir a révélé des failles. En 2013, plusieurs figures historiques du parti, comme Idrissa Seck, qui avait été mon premier ministre de 2002 à 2004, ont claqué la porte. Idrissa, un homme charismatique avec une voix grave, avait déjà des ambitions présidentielles, et il a fondé son propre parti, Rewmi, prenant avec lui des militants frustrés. Je me souviens d'une réunion cette année-là, dans un bureau à Dakar, une pièce au mur blanc avec des chaises en plastique, où les tensions étaient palpables. Des cadres du PDS, assis autour d'une table en bois, criaient leur désaccord, certains me reprochant d'avoir trop mis Karim en avant, d'autres disant que nous avions perdu le contact avec la base. Les luttes pour le contrôle du parti ont continué. En 2014, j'ai repris officiellement la tête du PDS, à 88 ans, lors d'un congrès à Dakar, dans une salle bondée de la Maison de la Culture d'Outa Sec. J'étais sur une estrade, vêtu d'un boubou blanc brodé d'or, et j'ai prononcé un discours devant 3000 militants, promettant de ramener le parti au pouvoir. La foule m'a ovationné, agitant des drapeaux bleus,
mais je voyais dans leurs yeux une certaine fatigue. Des factions internes se disputaient, certains voulaient un renouvellement, avec de nouveaux visages comme Oumar Sarr, un fidèle qui avait été ministre sous mon mandat, tandis que d'autres restaient loyaux à Karim, vu comme l'héritier naturel. Karim, qui vit au Qatar depuis sa grâce en 2016, a été désigné comme le candidat du PDS pour les élections de 2019. Mais son absence du Sénégal a compliqué les choses. Je me souviens d'une réunion stratégique cette année-là, organisée dans ma maison à Pointe-E, un salon avec des tapis rouges et des photos de mes années au pouvoir accrochées au mur. Des cadres du parti, comme Modou Diagne Fada, étaient assis sur des canapés en cuir, discutant de la campagne. Karim participait par vidéoconférence, sa voix résonnant à travers un écran posé sur une table, mais son éloignement a frustré beaucoup de militants. À l'élection de 2019, Macky Sall a été réélu avec 58% des voix, et le PDS n'a pas brillé, obtenant à peine 15% des sièges à l'Assemblée. J'ai suivi les résultats à la télévision, dans mon salon à Yoff, entouré de quelques proches, et j'ai senti un pincement au cœur. Mon retour en 2019 a redonné un peu de souffle au parti. J'étais arrivé à Dakar en avril, atterrissant à l'aéroport Blaise Diagne dans un avion privé, un appareil blanc avec des sièges en cuir beige. Une foule de 10 000 militants m'attendait, agitant des pancartes « Wade, notre leader » et chantant des chansons en wolof sous un soleil éclatant. J'ai parlé à la place de la Nation, une estrade en bois entourée de palmiers, promettant de réunifier le parti. Ce jour-là, des femmes de Rufisque m'ont offert un pagne brodé, et des jeunes de Pikine m'ont serré la main me disant « Père, ne nous abandonne pas ». J'ai mobilisé des foules, mais les divisions persistaient. Aujourd'hui, en 2025, le PDS reste influent, mais il est loin de son hégémonie passée. Lors des élections législatives de 2022, le parti a remporté 20 sièges sur 165, une présence notable mais faible comparée à notre domination sous mon mandat. Les réunions du parti, tenues dans un siège à Dakar, un bâtiment bleu et blanc près de l'avenue Bourguiba, sont souvent marquées par des débats houleux. Des militants comme Babacar Gaye, un ancien porte-parole, poussent pour un renouveau, tandis que d'autres, comme Amadou Sall, un avocat fidèle, soutiennent Karim. Je suis encore le patriarche, et ma voix compte, mais mon âge, 99 ans, limite mes déplacements. Hier, pour mon anniversaire, des cadres du PDS sont venus me rendre hommage à Yoff, apportant un gâteau au chocolat et des vœux de longévité, me disant « Président, le PDS est toujours à vous ». La question de la succession reste un point de tension. Karim est toujours vu comme le candidat naturel, mais son exil au Qatar freine son retour. Il dirige le parti à distance, organisant des réunions via Zoom, mais beaucoup de militants veulent un leader sur le terrain. En 2024, lors d'un meeting à Thiès, une ville animée avec des marchés bondés, des jeunes militants ont scandé « Karim revient !» mais d'autres ont murmuré qu'il était temps de passer à une nouvelle génération. Je crois encore en Karim, en sa capacité à porter mes idées, mais je sais que le chemin est long. Le PDS, c'est une partie de mon âme. Je l'ai bâti avec mes mains, mes mots et mon cœur, et même dans cette période d'ombre, je vois de la lumière. Hier, un jeune militant nommé Ibrahima, venu à mon anniversaire, m'a dit « Votre combat continue à travers nous ». Ces mots m'ont donné de l'espoir, car tant qu'il y aura des Sénégalais pour rêver de justice et de progrès, le PDS vivra. Aujourd'hui, le 30 mai 2025, alors que je regarde les vagues s'écraser sur la plage de Yoff depuis ma terrasse, je prends le temps de réfléchir à ce que je laisse derrière moi. On m'appelle le Vieux Wade, un surnom que les Sénégalais m'ont donné avec affection, mais aussi avec une pointe de critique, un nom qui résonne dans les marchés de Sandaga, les villages de Casamance et les amphithéâtres de l'université Cheikh Anta Diop. À 99 ans, je suis l'architecte d'un rêve sénégalais, le père spirituel d'une génération politique et le reflet de l'âme contradictoire d'un continent entre tradition et modernité. Mon histoire a commencé dans une hutte en banco à Kébémer, sous un ciel souvent voilé par la poussière, où mes parents cultivèrent la terre avec des outils rudimentaires. J'ai grandi en écoutant les récits des anciens, assis sur une natte usée près de la mosquée, apprenant la valeur de la persévérance et de la foi. Ces racines m'ont porté à travers les années, des bancs de l'école française de Kébémer, aux salles de la Sorbonne à Paris, où j'ai forgé mon esprit avec 2 doctorats, en droit et en économie, dans des nuits éclairées par une lampe à pétrole. J'ai traversé des décennies d'opposition,
26 ans de lutte contre Senghor et Diouf, dormant dans des cellules humides à Rebeuss, plaidant dans des meetings sous des arbres à Fatik et serrant les mains calleuses de paysans à Linguère. Chaque arrestation, chaque élection truquée, chaque humiliation m'a renforcé, jusqu'à ce jour de 2000 où le peuple m'a porté au pouvoir, dans une explosion de joie sur l'avenue Bourguiba. Mes 12 ans au pouvoir, de 2000 à 2012, ont été une période de transformation. J'ai construit des routes, comme l'autoroute Dakar-Diamniadio, une route lisse qui traverse les terres rouges, où les taxis jaunes roulent aujourd'hui sans s'enliser. J'ai donné vie à l'université Gaston Berger à Saint-Louis, un campus où des milliers de jeunes étudient, leurs cahiers remplis de rêves. J'ai érigé le monument de la Renaissance africaine, une statue qui domine la corniche de Dakar, un symbole de fierté que je vois encore dans mes rêves, malgré les critiques sur son coût. J'ai organisé le Festival mondial des arts nègres, faisant danser Dakar au son des djembés et des koras, et j'ai rêvé d'une Afrique unie, plaidant pour un passeport commun et une monnaie unique dans des sommets à Addis Abeba, face à des leaders souvent sceptiques. Mais mon histoire est aussi marquée par des ombres. Les accusations de népotisme, quand j'ai donné des responsabilités à Karim, ont terni mon image. Les scandales financiers, comme ceux liés à la Nossi, ont alimenté les critiques. Et ma candidature pour un 3e mandat en 2012 a divisé le pays, déclenchant des manifestations où des pneus brûlaient sur l'avenue Cheikh Anta Diop. Ma défaite face à Macky Sall, un homme que j'avais formé, a été un coup dur. Mais elle a aussi montré la force de la démocratie sénégalaise, un héritage dont je suis fier. Aujourd'hui, je suis un homme de 99 ans, assis sous un ventilateur qui brasse l'air salé de Yoff, entouré de souvenirs. Hier, pour mon anniversaire, mes petits-enfants ont dansé dans le jardin, leur rire résonnant comme une musique, et des militants du PDS m'ont apporté des vœux, me rappelant que mon combat continue à travers eux. Ma famille, Viviane, Karim, Cindy Eli est mon refuge, mais aussi un miroir de mes contradictions. Une dynastie politique, comme on en voit en Afrique, mêlant amour, pouvoir et controverse. Je crois que l'histoire me jugera avec justice. Comme je l'ai dit un jour, on peut être critiqué. Mais quand l'histoire parle, elle s'incline devant ceux qui ont osé. J'ai osé rêver d'un Sénégal moderne, d'une Afrique debout, et même si tous mes rêves ne se sont pas réalisés, j'ai semé des graines. Les étudiants qui marchent sur le campus de Gaston Berger, les chauffeurs qui roulent sur l'autoroute, les jeunes qui parlent d'unité africaine dans des cafés de Dakar, ils sont mon legs. Je suis un homme entre tradition et modernité, un rêveur de Kébémer devenu maître du destin sénégalais, et je repose ma plume ici, sous le regard bienveillant de l'océan. Je m'adresse à vous pour la dernière fois dans ce merveilleux voyage. À vous, Sénégalais, Africains et fidèles partisans, je tends la main à travers les mots, avec la voix d'un homme qui a donné sa vie pour vos rêves et les miens. Aux Sénégalais, mon peuple, vous qui m'avez porté sur vos épaules en 2000, dans une explosion de joie sous les drapeaux tricolores, je dis merci. Vous m'avez donné la force de construire des routes, des universités, des espoirs. Oui, j'ai fait des erreurs. Ma candidature de 2012, les controverses autour de Karim. Mais mon cœur a toujours battu pour vous. Les marchés de Sandaga, les champs de Casamance, les plages de Saint-Louis. Vous êtes mon inspiration. Continuez à défendre la démocratie, à éduquer vos enfants, à faire du Sénégal une lumière pour l'Afrique. Aux Africains, mes frères et sœurs d'un continent riche et blessé, je vous laisse un rêve, l'unité. J'ai plaidé pour un passeport commun, une monnaie forte, une voix collective, dans des salles de conférences à Addis Abeba et des discours à Lagos. Ce rêve n'est pas mort. Il vit dans vos jeunes, dans vos artistes, dans vos luttes. Debout, Africains, reprenez ce flambeau, libérez-vous des chaînes du passé et montrez au monde votre grandeur. À mes partisans, vous qui avez marché avec moi sous le soleil brûlant, qui avez prié pour moi dans les mosquées de Touba, qui avez agité les drapeaux bleus du PDS dans les rues de Thiès, je vous dois tout. Vous m'avez soutenu dans les prisons, dans les défaites, dans les espoirs. Je suis fier de vous, de votre fidélité, de votre courage. Le PDS est entre vos mains maintenant. Unifiez-le, renouvelez-le, faites-le grandir pour les générations futures. Je suis un homme de 99 ans. Mes jambes faiblissent, mais mon esprit reste un feu. Hier, pour mon anniversaire, vos chants m'ont réchauffé, vos prières m'ont porté. Aujourd'hui,
Je vous laisse ces mots comme un testament. Battez-vous pour la justice, pour l'éducation, pour l'Afrique. Mon histoire s'achève ici, mais la vôtre commence. Que Dieu vous guide, que le Sénégal prospère, que l'Afrique s'élève. Abdoulaye Wade, le rêveur de Kébémer, vous salue et vous bénit.